Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Benoît Châtelier, le CEO et fondateur de Melting Spot, une plateforme tout en un pour héberger une communauté. Je suis vraiment content de recevoir Benoît sur le podcast parce qu'il est en fait mon premier et unique patron, mais surtout, il est un serial entrepreneur. Donc avant de créer Melting Spot, Benoît a fondé en 2008 avec son associé et ami Alexandre Crosby la société Ubico qui vous propose des services d'autopartage. Une très belle startup qui s'est vite imposée parmi les leaders de l'autopartage et qui a ensuite été rachetée en 2015 par Europcar. Benoît a définitivement quitté le board de l'entreprise en 2017. Il a pris quelques mois de vacances et il a lancé de nouveaux projets. Et en 2020, il a créé Melting Spot sur base d'un constat et une croyance très forte, c'est que les communautés sont un pan essentiel d'une stratégie d'acquisition, de rétention et de recommandation depuis quelques années maintenant et qui s'est accélérée avec le Covid. Et donc Benoît a saisi l'opportunité en remarquant qu'il y avait très peu de plateformes qui permettent d'animer une communauté. C'est la raison pour laquelle il a lancé sa propre plateforme qui s'appelle Melting Spot pour aider les entreprises et les créateurs à fédérer une communauté dans un seul et même endroit. Dans cet épisode de podcast, je voulais faire un gros focus avec Benoît sur les communautés et plus précisément sur le Community-led Growth. J'ai donc demandé à Benoît qu'est-ce qu'une communauté et à quoi ça sert et quels sont les avantages pour les entreprises parce qu'on sait tous que fédérer une communauté, l'animer, ça prend du temps. Pour m'expliquer les avantages des communautés, Benoît m'a parlé du modèle Species qui permet de définir la valeur business d'une communauté. J'ai également vu avec Benoît depuis quand les communautés se sont autant développées selon lui et c'est là qu'il m'a expliqué ce que je pensais depuis quelques temps, c'est que les internautes lisent beaucoup moins les newsletters. Voilà, ça c'est le programme de la partie numéro 1 de cet épisode qui, vous allez voir, est très dense. Et dans la partie numéro 2 de l'épisode qui sera disponible la semaine prochaine, on verra avec Benoît comment faire du community-led growth, c'est-à-dire fédérer une communauté et en faire un pan essentiel de votre stratégie d'acquisition et de rétention. Et bonne nouvelle, Benoît nous a partagé un petit code promo de 20%, donc qui s'appelle Danilo Friends et que vous retrouverez bien sûr dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez utiliser ce code promo à tout moment si vous souhaitez devenir utilisateur de Melting Spot. Voilà pour le programme, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Benoît Châtelier. C'est parti. Salut Benoît. Hello Danilo. Bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, je suis hyper content de t'avoir. Comme je te le bah, disais, c'est la toute première fois que je reçois quelqu'un avec qui j'ai travaillé, mais plutôt en tant que, on va dire, salarié. Donc, tu es le seul vrai employeur que j'ai eu. Donc, vraiment ravi de t'avoir. que Euh, j'ai eu la chance de t'avoir. je sais pas. Merci de m'accueillir. Ouais, avec plaisir. Alors, pour la Ça petite histoire, remonte à... Ouais, voilà, peut-être pour la petite histoire, je te laisse bah ouais, raconter. j'allais dire, pour la petite histoire, en fait, comment j'ai rejoint Ubico, donc ton ancienne société que tu as revendue depuis. En fait, tu étais en phase de revente et tu n'étais jamais là, en fait. Je pense que je t'avais vu 2 ou 3 fois, en tout cas au bureau à Bruxelles. Je sais pas trop où tu te situes à l'époque Ah non, et en d'où fait, tu travaillais. c'est pas qu'on était en train de revendre à ce moment-là, et puis c'est surtout que, de mémoire, je me déplaçais énormément sur nos 6 pays. C'est-à-dire qu'Ubico était présent à Paris, à Londres, à Hambourg, à Berlin, etc., Barcelone et ça. Et en fait, j'étais chaque jour dans un pays. Donc en fait, de Ok. Bruxelles, je prenais un Eurostar pour aller à Londres le lundi. Ensuite, j'allais à Barcelone le mardi. Je faisais Berlin le mercredi. Et voilà. Et je revenais tous les soirs à Bruxelles. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on se croisait pas beaucoup. En gros, j'étais parfois le vendredi au bureau, mais ouais. Vraiment incroyable. Donc, tu arrivais à faire autant de voyages dans ta semaine et tu Ouais, arrivais à bien gérer ça au niveau personnel et... ouais, parce que c'était quand pas tu... évident. J'aurais pas fait ça 20 ans de ma vie, mais écoute, ça s'est fait pendant 3 ans. C'était 2-3 Pendant ans. C'était 3 ans. vraiment le rythme que j'avais. Et c'est ce qui fait que quand j'ai terminé et j'ai vendu Ubico,
Déjà, j'avais envie de vendre Ubico parce que je commençais à être un peu fatigué. Ouais. Mais c'est surtout quand j'ai cherché une nouvelle idée de start-up à lancer et de produit à lancer. Clairement, je me suis dit, j'aimerais un produit que je peux faire d'un peu partout sans forcément avoir à me déplacer. Et c'est là que le SaaS m'a fait un peu deuil, quoi. Oui, c'est ça. Mais parle-nous un peu d'Ubico, finalement, qui n'est pas du tout une entreprise de software, sur le coup. Non, voilà, la Ubico, c'est donc une société d'autopartage et de mobilité partagée, parce qu'on avait deux offres, une offre d'autopartage, donc de voitures qu'on avait dans les rues ou dans les parkings des entreprises, et que les clients pouvaient louer à l'heure, à la journée ou à la semaine. Donc des voitures en libre-service. Et puis, on avait aussi une offre dite de crédit mobilité, donc avec une application, on pouvait consommer plusieurs types de transports. Donc, on avait une seule application qui permettait de réserver du train, de la location de voiture, du VTC, etc. Voilà, donc c'était une activité qui était quand même très capital intensive et où en fait on avait des opérations assez lourdes avec des voitures, des milliers de voitures aux quatre coins de l'Europe. Donc il fallait aller, fallait qu'il y ait des équipes dans les pays pour gérer ces voitures. Et du coup, moi, mon rôle en tant que CEO de cette boîte, c'était d'aller voir ces équipes et de les aider un peu au quotidien, quoi. Voilà, donc D'accord, ok. c'est comme ça que je me retrouvais à me déplacer beaucoup. Et la boîte avait combien d'années quand tu l'as revendue? 10 ans. En fait, c'est une boîte qu'on a créée avec Alexandre Crosby, qui est un de mes amis et associés, en 2007 et qu'on a revendu en 2017 à Europcar, au groupe D'accord. Europcar. Ok. Et après ça, tu as dit que t'as fait une petite année sabbatique, je pense, un truc comme ça, si je me rappelle Non, bien. même pas. J'ai fait 4 mois. Ah ouais. J'ai eu la chance de voyager en famille pendant 4, 5 mois. Allez. Et assez vite, j'ai voulu relancer une boîte, Ouais. voire deux, voire trois. Et voilà, j'ai commencé à travailler sur un projet. Alors, déjà, pour avoir l'idée, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire. Ouais. J'ai pris. On s'est retrouvé à deux, trois à Berlin, dans un coworking. Et l'objectif de ces trois, quatre personnes même qui étaient là, c'était de réfléchir à des idées, de tester des marchés, de faire des études de marché, bref, d'essayer de trouver une idée. Ouais, pourquoi Sauf pas? qu'en fait, pourquoi pas, sauf qu'en fait, au moment où j'ai fait ça, j'avais déjà une idée. Et qu'en fait, c'est cette idée qu'on a lancée. Donc, on a un peu perdu du temps parce qu'on a mis cette idée de côté pendant 6 mois en essayant d'en trouver d'autres, etc. Ou en tout cas, on ne voulait pas partir sur la première idée qu'on avait. Et finalement, c'est celle qu'on a développée avec un produit qui s'appelle Askit, qui est une plateforme de sourcing, une service marketplace, qu'on a lancé en octobre 2018 et puis qu'on a mis en pause en mars 2020. Alors pourquoi en mars 2020? Parce que, enfin, on l'a mis en pause réellement en octobre 2020, mais en mars 2020, premier confinement, on a vu que le marché des événements en ligne était en train d'exploser, avec notamment des startups comme Hopin ou d'autres qui avaient des croissances assez folles. On s'est intéressé au sujet des événements en ligne, mais avec un angle qui était vraiment est-ce que ces événements en ligne, est-ce que la vidéo, la visioconférence, ce ne sont pas des technologies qui sont en train d'exploser, qui vont permettre d'animer des communautés en ligne d'une nouvelle manière. Et c'est ça qui nous a intéressés. À partir de mars 2020, on a commencé à se poser la question de en quoi la vidéo et la visioconférence, qui sont deux technologies qui ont littéralement explosé en mars 2020, allait révolutionner l'animation de communautés en ligne. Alors, il y a l'audio aussi, hein, on en est la preuve incarnée. Mais la vidéo et la visioconférence en particulier, c'est deux autres technologies qui ont permis aux communautés de véritablement exploser en ligne depuis 2 ans maintenant. Et donc, on a décidé en octobre 2020 de mettre Askit en pause pour lancer Melting Spot, qui est une community platform dont le principal module ou la valeur, la principale proposition de valeur est la vidéo et l'animation d'événements en ligne. Ok. Et quand tu dis on, c'était l'équipe que tu avais en place sur Askit. Exactement. Vous avez tous shifté de ce projet-là à ce nouveau projet Melting Spot? Exactement. On a tous basculé. Alors, pendant 6 mois, on a fait un peu les deux, parce qu'en fait, il y a eu une période de transition où on a développé un module sur la plateforme Askit et qui finalement, ce module est devenu un produit, quoi, et donc un pivot. Ok, d'accord, d'accord. Et donc, le business Askit, tu ne comptes pas le relancer ou tu sais pas Si, encore? si, si, il existe toujours, il tourne, mais Oui. si, Ah, ok. j'ai un objectif qui est de le relancer, ouais, ouais, Donc toujours. pour toi, une pause, c'est juste dire que vous n'alliez plus développer le produit, mais derrière, il y a encore des opérations qui ont lieu.
Bon, il y a surtout alors il y a plus d'opérations parce qu'on a plus personne ne travaille dessus, mais la marketplace existe. Il y a des gens qui font des recherches, qui trouvent des prestataires grâce à Skit. Voilà, ça tourne, mais disons qu'on est loin de ce qu'on appelle le product market fit. On a Ouais, encore pas mal de boulot sur ce produit pour que ça devienne quelque chose de d'incontournable dans les stacks des entreprises, quoi. Donc il y a d'accord. un peu de boulot, j'aimerais le relancer, je cherche une équipe. Si jamais il y en a parmi ceux qui nous écoutent que ça intéresse, n'hésitez pas. Mais puisque tu parles d'équipe, ça m'intéresse de savoir justement comment tu as constitué ton équipe quand tu as redémarré de zéro. Donc il faut quand même remettre le contexte, c'est que quand tu as totalement cédé tes parts, si j'ai bien compris, une partie, voilà, je sais plus à qui tu l'as vendu, enfin je pense que je sais à qui tu l'as vendu, mais je sais pas si je peux le dire, À euh, Europcar, à ouais. Europcar, voilà. Euh, Est-ce que tu as recruté des nouvelles personnes, des anciennes chez Ubico? Enfin, ça, c'est important. C'est pour beaucoup d'entrepreneurs qui veulent un jour lancer une nouvelle entreprise. Est-ce que tu repars de zéro? Est-ce que tu repars avec des équipes que tu avais déjà avant? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, assez naturellement, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Ubico, il se trouve qu'il y avait on était dans une phase d'intégration par Europcar, il y avait des départs de l'équipe, et puis il y a quelques personnes de l'équipe qui sont venues me voir en me disant, bah, on a envie de lancer une boîte. C'était des profils plus juniors que moi. Et donc l'idée, c'était de s'associer avec eux, moi d'apporter mon expérience, eux leur énergie, et puis d'essayer de monter des projets. On se connaissait bien, on travaillait ensemble depuis des années, donc Ok. on a démarré comme ça, avec des gens comme Pierre-Yves Garcia, Stanislas Miquel. Ah Et oui, oui. puis progressivement, écoute, chacun a vécu un peu sa vie. On n'a finalement pas. Enfin, c'est une association qui n'a pas duré. Et depuis, enfin, moi, j'ai remonté une équipe, en effet, from scratch, Ouais, euh, avec notamment mon petit frère. Alors, il a été plus facile à trouver que certains autres de l'équipe. ouais. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de monter un projet avec Sébastien. Euh, on a eu l'occasion de discuter. Et puis, à un moment, lui, qui était DG d'une ETI en France, il a démissionné, puis il m'a rejoint sur un projet entrepreneurial. Les autres membres de l'équipe, franchement, c'est souvent des rencontres, hein. Dans les startups, dans le early stage, c'est des rencontres, c'est des histoires vraiment de personnes, de relations humaines. En fait, tu rencontres quelqu'un, t'accroches, tu dis que tu aimerais bien bosser avec lui, et puis parfois ça se fait pas tout de suite, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il y a une opportunité, tu rappelles la personne, et en général, quand il y a eu un crush, bah, tu as envie de bosser, tu as envie au moins de tenter l'aventure. Donc les recrutements, et particulièrement aujourd'hui, ils sont compliqués, mais notamment pour vraiment les C-level, les personnes qui vont avoir des responsabilités dans le développement du projet. Moi, je compte beaucoup sur l'opportunité. Voilà, j'essaie de rencontrer des gens, et puis bah, il y a des gens, je me dis, tiens, je bosserais bien avec eux, on discute, et puis en fait, les choses se font ou pas. Mais après, il y a d'autres profils où pour les trouver, on met des annonces, on fait passer des Oui, oui, c'est entretiens. ça, classique. Il y a certains profils où en effet tu mets une annonce, mais les profils, on va dire, comme tu dis, C-level, où tu veux leur donner un certain niveau de responsabilité et leur faire confiance et peut-être même leur donner une partie des parts de la boîte, Ouais, tu as envie quand même d'avoir déjà des bonnes relations avec eux dès le c'est ça. départ, les connaître un peu, comme si c'était des amis. Ouais, Peut-être même que c'est le cas. Et je trouve que c'est une bonne vision de la chose. Moi, j'avoue que. En fait, moi quand j'ai commencé à mon entreprise, j'avais très peu de réseau. Et en fait, je te pose des questions-là parce que toi, c'est le contraire. Tu avais beaucoup de réseau. Tu as eu, je pense, une centaine d'employés chez Ubico, plus toutes les personnes que tu as rencontrées sur les 10 années d'entrepreneuriat. Donc c'est clair que ça aide quand tu relances une entreprise, enfin, j'ai l'impression. ouais, c'est certain. Alors, c'était 200 personnes, Ubico 200, en ouais, voilà. 2017, ouais, dans 6 pays. Et c'est sûr que quand tu développes un projet comme ça, entrepreneurial, tu connais du monde, tu connais des investisseurs, tu as travaillé avec. Alors, il y avait 200 personnes, mais bon, il y en avait eu bien beaucoup qui étaient, sur les 10 dernières années, qui étaient partis, Oui. ou qu'on avait rencontrés mais qu'on n'avait pas recrutés. Donc, forcément, c'est vrai que tu as plein de profils, c'est des gens que tu peux plus facilement recontacter. Donc ça aide. Mais ça peut aussi être. Enfin, c'est aussi intéressant de démarrer d'une feuille blanche, hein. C'est-à-dire que tu peux te reposer un peu sur ses acquis. Il faut faire attention quand on est repeat entrepreneur. Je trouve que on peut
On peut dans certains cas, et ça m'est arrivé et c'est arrivé à d'autres, un peu se reposer là-dessus, se dire: «Ouais, je connais du monde, je vais appeler un tel» et puis finalement, on oublie que je pense la principale force d'un entrepreneur quand il lance son projet, c'est justement la feuille blanche, le enfin, essayer de refaire un peu les mêmes choses avec les mêmes Oui, personnes, pour moi, ne fonctionne pas. Je pense qu'il est important justement quand on se relance, ou quand on se lance, de partir d'une feuille blanche et d'assumer, à 100 la feuille blanche. C'est pas grave en fait la feuille blanche et ok. après si vraiment dans le paysage, sur le chemin, il y a des gens qu'on connaît qui peuvent vraiment aider sur ce projet précisément, alors il faut évidemment aller les chercher parce qu'on a la chance d'avoir déjà travaillé avec eux ou de les avoir rencontrés. Mais je trouve qu'il n'y a pas une grande différence de ce point de vue-là, en tout cas dans le recrutement, je pense que c'est un entrepreneur ou un repeat entrepreneur, ça change pas grand-chose. Là où il y a une vraie différence, c'est sur les investisseurs. Typiquement, c'est vrai que, quand tu as déjà levé des fonds, que tu connais un peu de monde dans l'investissement, c'est plus facile que quand tu débarques et que c'est ta première levée de fonds, quoi. Ok, je comprends. Et pour Melting Spot, tu parlais tout à l'heure de product market fit, tu l'as déjà trouvé? Ouais, là, Melting Spot, on a trouvé le product market fit. On est sur un produit donc, qui est une community platform. On va parler de communauté, mais Oui, bien donc, sûr. nous, notre conviction, c'est que les communautés en ligne sont en train d'exploser, qu'il n'y a pas forcément d'outils, qu'il n'y avait pas forcément d'outils pour les animer correctement, efficacement, et les engager. Et donc, on a une plateforme qui va permettre de créer des événements, parce qu'on considère que le live, c'est un peu la colonne vertébrale de l'animation d'une communauté. On a une plateforme qui permet d'animer des discussions, un peu comme sur un Slack ou un Teams, et puis une plateforme qui permet de stocker, de mettre à disposition tout type de contenu, que ce soit des livres blancs, des articles, etc. Donc le produit, ça fait 18 mois qu'on le développe. On a fait beaucoup de discovery, de market research. On a parlé avec beaucoup de responsables marketing, de community builder, de head of community. Et on s'est construit des convictions, on a développé sur la base de ces convictions et aujourd'hui on a de très très bons retours sur ce qu'on a commencé à mettre dans les mains des 300 premiers clients. Donc là maintenant on est en train d'accélérer assez Ouais. fort. On a fait une levée de seed de 3 millions d'euros qu'on a annoncé début juillet et on est en train de s'organiser pour accélérer sur la deuxième moitié d'année. Ouais, super. Bah, c'est ça qu'on disait la dernière fois qu'on s'était parlé, c'est que tu vas pas forcément accélérer l'acquisition sans le product market fit. Et ça fait quelques mois, je pense que vous l'avez réellement trouvé. Parce Ouais. qu'au départ, tu étais encore en phase de lancement et de développement du produit. Tu parlais de Head of Community. Donc, est-ce que tu as recruté justement des personnes qui ont déjà l'expérience dans des business de communauté ou rien à voir? On cherche à recruter notre Head of Community, donc Ah oui. c'est un besoin qu'on a. On a travaillé, on a bossé avec des freelances aussi sur la communauté, donc on s'est entouré de gens qui connaissent un peu le business des communautés. Mm. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment un besoin qui est d'avoir un ou plusieurs community builders en interne qui connaissent bien ces métiers-là. Et voilà, là aussi, on a quelques recrutements en cours pour nous aider et nous accompagner dans l'animation de nos communautés. Ok, bah écoute, pour moi c'est clair. Donc on a vraiment le contexte pour commencer, parce qu'en fait aujourd'hui le vrai but du podcast, hein, je le dirai toujours dans l'intro, c'est de voir ensemble ben, comment tu peux utiliser ta communauté pour faire croître ton entreprise. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, puisque d'une manière ou d'une autre j'ai des communautés sur mes différents réseaux, même si j'ai pas forcément assez le temps de réellement les animer, on va dire, et de produire tout le contenu dont la communauté a besoin. Tu parlais beaucoup de live. Bah, clairement je sais que je pourrais faire plus de live sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, que je ne fais pas. Je fais des podcasts, je fais des articles de blog, j'ai une newsletter, donc il y a pas mal d'endroits différents en fait où je parle avec des personnes qui me connaissent, mais je n'utilise pas suffisamment les formats vidéo dont tu parles pour ça. Ouais, Et du coup, le but, c'était de voir avec toi, mais comment tu vas justement développer ton business avec une communauté. Et ouais. je pense que le mieux, c'est de commencer par redéfinir déjà ce qu'est une communauté, parce que peut-être que ma définition à moi n'est pas la même que la tienne, et celle que les personnes qui nous écoutent ont n'est pas forcément la même que Ouais, tu vois. surtout qu'en français, le mot communauté, il fait un peu tarte à la crème. Community en anglais, c'est déjà un peu différent. Alors en français, on le traduit par le mot communauté. Nous, on s'est posé beaucoup de questions sur ce mot communauté. Mais une communauté, c'est en gros un groupe de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, mode de vie, problèmes.
culture, langue, centre d'intérêt. C'est des personnes qui ont besoin de se retrouver, d'échanger sur ces centres d'intérêt communs et qui développent un sentiment d'appartenance par rapport à cette communauté, à ce groupe. D'accord? Donc ça, c'est la définition un peu générale de Oui, ce qu'est une communauté. Si maintenant on applique cette définition au business, bah, la communauté, c'est vraiment un ensemble de pairs, de personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets et qui rencontrent les mêmes problématiques et qui vont chercher justement à échanger, à trouver des bonnes pratiques, trouver des solutions, s'éduquer ou se former, être au courant des dernières tendances de marché, etc. Donc, typiquement, ça peut être une communauté de directeurs financiers, ça peut être une communauté d'experts comptables, ça peut être une communauté, ça c'est des communautés dites d'intérêt sur des thématiques qui vont être des métiers. oui, Ça peut être une communauté comme récemment en France, il y a un Slack qui vient d'être lancé qui s'appelle International Expansion. Donc c'est une communauté sur le développement à l'international parce qu'en fait quand on est une boîte et qu'on se lance à l'international, on a plein de questions. Comment on recrute, comment on monte un établissement, je sais pas moi, en Allemagne, est-ce que d'ailleurs il faut le faire, c'est quoi la fiscalité aux États-Unis, etc., etc. Et donc, bah, évidemment, avant nous, il y en a des milliers ou des dizaines ou centaines de milliers qui sont passés par là, qui ont les réponses à nos questions. Et donc, on va s'appuyer sur la communauté, sur cette communauté pour bah, accélérer notre apprentissage, notre montée en compétences et aller beaucoup plus vite dans l'exécution de notre objectif. D'accord? Donc, des exemples, il y a Gros Hacking France, il y a une communauté, il y a plein de communautés, par exemple, en ce moment, qui se lancent sur le no-code, les outils oui, no-code, low-code. Il y a des communautés sur les entreprises à mission, la CSR, etc., etc. Donc, les sujets pour monter des communautés sont très nombreux, autant en B2B qu'en B2C. Tu as des communautés sur le sport, tu as des communautés sur la musique, tu as les jeux vidéo, enfin bref, il y en a plein. oui, Euh, une communauté dans le cadre professionnel, ça peut aussi être un réseau, par exemple, de diplômés d'une école ou d'une université. Ça, c'est une communauté. Ça oui, peut être un syndicat professionnel, je sais pas, le syndicat des embouteilleurs de vin ou le syndicat des libraires. En fait, c'est des communautés. Donc, on appelle ça des syndicats, des fédérations, des réseaux, mais en fait, c'est des communautés. Euh, je peux prendre l'exemple aussi, par exemple, de Croissance Plus en France, ou le MEDEF, ou Réseau Entreprendre, Bessie en Belgique. Bref, tout ça, c'est en réalité, c'est des communautés. Alors, on n'appelait pas ça des communautés avant, oui, mais aujourd'hui, le terme communauté est très à la mode. Je le disais un peu, c'est presque même tarte à la crème. Il y en a partout. Et on se rend compte que finalement, les communautés sont partout, d'accord, sans parfois qu'on en ait même conscience. ouais, c'est Euh, ça que j'allais dire. c'est des communes, on en anime nous tous au quotidien. Je vais prendre là aussi des exemples. Tu animes une communauté, c'est la communauté de tes salariés. En réalité, c'est une équipe, c'est une communauté. Ok, Tu animes une communauté de partenaires, d'acheteurs, enfin de partenaires euh, euh, revendeurs, pardon. Des franchisés, tu peux animer une communauté d'investisseurs. Là, je prends un exemple, Conto, par exemple, la néobanque. Ils ont levé, ils ont fait une très très oui, jolie j'ai vu. série D, E, je ne sais plus où ils en sont, mettons de 450 millions d'euros, il me semble, ou de dollars, je ne sais plus. Et dans le lot, ils ont gardé une petite poche, euh, une quinzaine de millions d'euros, qui était dédiée à leur communauté. C'est-à-dire qu'ils ont proposé à leurs clients de devenir actionnaires de leur néobanque. Et donc, leur communauté de clients a eu la possibilité d'investir dans leur dans Conto, dans le projet. Voilà, ils se retrouvent aujourd'hui à animer une communauté de 1500 euh, clients investisseurs, etc. D'accord? Donc, il y a plein de communautés. En introduction, on ne peut pas définir la communauté, c'est pas quelque chose c'est très protéiforme. Il y a des communautés de toute taille, euh, euh, de, toute, euh, de tout type. Une association est une communauté, par exemple. Si on veut, si on veut illustrer encore un peu mon propos, quoi. Mais elle se trouve à des endroits différents. Donc, Qu'est-ce que tu entends par endroit ça peut différent? être sur Facebook, sur LinkedIn, ça peut être Voilà, dans des groupes, dans les exactement. newsletters. Ouais, Enfin, c'est un ouais, peu ça, je pense, ton voilà. vrai point, c'est de dire que elles sont Ouais, partout. elles sont partout. On les appelait pas forcément des communautés. On commence à les appeler, à prendre conscience
que quand on est une organisation et souvent une entreprise, on a des communautés de clients, de prospects, de partenaires, d'investisseurs, de revendeurs, de franchisés, etc. Et donc, on est en train de prendre conscience qu'on a besoin d'animer chacune de ces communautés de manière différente. Et en effet, de trouver le bon outil ou le bon média pour animer cette communauté. Typiquement, un podcast peut être un super média pour animer une communauté. Une newsletter, un réseau social. Alors, on va reparler de tout ça. Il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Il y en a qui sont plus ou moins en perte de vitesse aussi. Mais c'est vrai il y a il n'y a pas une manière d'animer une communauté. Il n'y a pas un seul outil pour animer une communauté. Il y a plein de manières de faire. Ok. Et Est-ce après, une communauté a nécessairement un nom défini ou parfois, tu vois, comme tu dis, elle existe sans forcément que les gens le savent, on va dire? bah, je dirais que jusqu'à maintenant, c'était souvent une communauté, c'était souvent pas ou peu marketée. D'accord. Il y avait finalement assez peu de communautés qui étaient marketées en tant que communauté. Ouais. C'est quelque chose qui est en train de changer. On s'aperçoit que beaucoup de gens sont en train d'essayer de marketer leur communauté. Je vais te prendre là aussi un exemple, un fonds d'investissement, un VC qui a investi, mettons, dans 300 startups. Il a une super communauté. Il a une communauté de startups avec des C-level ou des founders. Et il va chercher à animer cette communauté de manière à partager les retours d'expérience ou les bonnes pratiques, et quelque part à leverager, comme on dit. Désolé, j'utilise parfois des mots un peu anglicisme, mais à leverager l'intelligence collective des startups de son fonds. Je prends un autre exemple, un expert comptable. euh, il a rapidement quelques centaines de clients, voire milliers pour certains. Il a jamais vu ses clients comme une communauté. Et là, aujourd'hui, il commence à se dire, en fait, j'ai des clients, j'ai un portefeuille de clients, mais ce portefeuille, c'est pas un portefeuille, c'est une communauté. C'est des gens, évidemment, avec qui je travaille, mais c'est des gens qui pourraient s'apporter des choses entre eux, qui pourraient s'entraider. Et donc, je vais animer cette communauté à partir de maintenant. Et il y a plein d'objectifs pour ça. Mais un des objectifs, et notamment pour l'expert comptable, c'est de créer de la rétention. C'est-à-dire Oui. de faire en sorte que, au-delà de mon métier d'expert comptable et de l'alias fiscal que je vais fournir à ce client à la fin de l'année, je peux en étant client de mon cabinet, eh ben, il a aussi accès à la communauté des clients de mon cabinet et il va pouvoir peut-être trouver une agence de com pour refaire son identité visuelle ou, ou, euh, ou trouver quelqu'un qui travaille avec la Corée du Sud et il se trouve qu'il a un projet là-bas, donc il va pouvoir poser toutes ces questions à cette personne, etc. Ok. Ce que tu dis est hyper intéressant, vraiment. Tu connais justement, là tu donnes l'exemple des comptables, mais vraiment des comptables ou certains métiers où tu as ce genre de communauté qui se sont créés, peut-être pas forcément en France, mais en dehors. Ah ouais, t'as des communautés même d'agents immobiliers qui se créent, qui échangent sur les biens immobiliers, les valeurs marché, l'évolution du marché dans certains quartiers, etc. Tu as des communautés d'experts comptables, hein, c'est un exemple. Hein. Nous, on commence à travailler avec des experts comptables sur Ok. ce sujet-là, des comptables qui prennent conscience qu'ils ont finalement une mine d'or entre les mains. Ils ont leur portefeuille de clients. Ça, c'est comme ça qu'ils le voyaient avant. Et aujourd'hui, ils commencent à se dire, en fait, j'ai une communauté de clients. C'est beaucoup plus valorisant d'ailleurs pour le client et pour l'expert Oui. comptable de se dire qu'il a une communauté de clients plutôt qu'un portefeuille de clients. Ah Ça oui, fait pour le client, il n'y a que des moins bénéfices aussi, hein, mercantile. parce que Et le pour client, un- euh, pour ces clients qui donc travaillent avec ces experts comptables qui ont commencé la transition, c'est hyper intéressant. Mais en fait, ils animaient leur communauté, ces gens-là. Ça, c'est un point important aussi, c'est que ils faisaient parfois, une fois, deux fois dans l'année, ils faisaient un événement présentiel. Ok, D'accord. Un d'accord. expert Ouais. comptable, il faisait une réunion, il invitait tous ses clients une fois dans l'année. C'était la réunion annuelle avec le discours du directeur général du cabinet qui expliquait ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils allaient faire, etc. Ok, ça, dans toutes les boîtes, il y avait ça, et il y a ça sans doute encore, mais il y avait ça beaucoup, on va dire, avant le Covid. Pendant le Covid et les confinements à répétition, c'est des réunions qui ont plus de mal à se faire en présentiel, pour les raisons qu'on connaît. Et puis post-Covid, en fait, on s'aperçoit que ces communautés et l'animation de ces communautés a, a, par la force des choses pendant le Covid, c'est fait de plus en plus de manière digitale. D'accord. Ça, Ouais. j'enfonce une porte ouverte. Mais Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces communautés ont commencé la transition offline-online et cette transition s'est accélérée avec le digital. Et l'intérêt d'animer une communauté en ligne versus
ce qu'on faisait avant avec une réunion par an en offline, c'est qu'on n'a plus de frontières, ni géographiques ni temporelles. On peut animer cette communauté tous les jours. C'est pas comme si on organisait un événement pour 500 personnes au château de Versailles tous les jours, en termes de coûts, de logistique, etc. On le fait une fois dans l'année, c'est bien. Par contre, quand on anime une communauté en ligne, on peut animer cette communauté tous les jours sans que ça nous coûte plus cher. Évidemment, faut produire du contenu de ça on pourra y revenir. Mais voilà. Et donc, toutes les communautés qui existaient et qui ne portaient pas ce nom-là avant, le Covid a accéléré un mouvement de fond qui était la digitalisation des communautés. Et aujourd'hui, toutes ces communautés sont en train de prendre vie en ligne. Et donc, on sont en train de faire leur mue et de se transformer en des communautés online avec tout un tas de conséquences. D'accord. Vraiment une vision Ok. très intéressante de la chose, parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent comme ça, donc merci. Et je vais te poser la question, puisque tu parles des comptables, quels autres types de business, ou en tout cas business model, peuvent profiter d'avoir une communauté? Moi, je différencie tout le temps SaaS, e-commerce et agence. Est-ce que tu vois que pour ces trois types de business-là, il y a un intérêt d'avoir une communauté? Je pense que tu vas me dire oui, mais dans quel cas? Bingo. Ouais. Oui, c'est intéressant pour, pour tout le monde. Alors, c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui participe à la digitalisation de nos écosystèmes, de nos entreprises. Donc, assez logiquement, c'est les startups qui se sont appropriées cette tendance avant tout le monde. D'accord? Donc, les startups, et en particulier aux États-Unis, ont toutes commencé il y a 2 ans, même avant, 3 ans, 4 ans, à animer leur communauté en ligne. On prendra des exemples, on pourra en Oui, parler, mais c'est des oui. gens comme Asana, Notion, etc. Ils ont tous développé et déployé des stratégies community-led. Donc les startups, aujourd'hui, le mouvement il est enclenché et je connais assez peu de startups qui, en tout cas, ne se sont pas intéressées ou ne sont pas en train de déployer une stratégie dite de community-led growth. Ouais. Euh, une entreprise industrielle, à première vue, c'est plus délicat. On se dit, ou une entreprise un peu de la distribution, par exemple, on se dit, bon, bah, pourquoi est-ce qu'elle aurait des communautés en ligne? Bah si, en fait, on voit des gens, des entreprises vraiment loin de la startup, des ETI, des grands groupes, qui s'intéressent aux communautés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des communautés de revendeurs. Donc, ils ont besoin de gérer ou d'animer leurs canaux de distribution indirects. Ils ont des problématiques d'animation de réseaux d'influenceurs. Quand tu es une entreprise et que tu as 1200 influenceurs à travers la planète, et qu'en fait, tu dois animer ce réseau, c'est-à-dire que tous ces influenceurs, il faut leur communiquer tes nouveautés, tes lancements produits, tes nouvelles grilles tarifaires, etc. Ou tout simplement les nouvelles guidelines en la matière. En fait, tu t'amuses pas à faire un mail. On en parlera tout à l'heure, le mail, il marche plus, la délivrabilité est de moins en moins bonne. Donc, tu vas animer cette communauté d'influenceurs et tu vas parler d'une vraie communauté et tu vas l'animer en tant que telle. Donc, n'importe quelle entreprise et business model peut être intéressée. Une entreprise SaaS, elle va essayer d'animer une Co-construire. communauté ouais, d'utilisateurs, de bêta-testeurs, par exemple, de sa solution. Elle va essayer de remonter du feedback, elle va essayer de tester ou de prioriser sa roadmap avec sa communauté. Elle va faire de la co-construction ou de l'innovation avec sa communauté, etc. Donc ça, mais ça, il y a des exemples par Par milliers. centaines de milliers. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui ont des communautés qui les aident à développer leurs produits, quoi. Donc c'est D'accord. génial. Donc, si je comprends bien, en fait, une communauté, ça peut t'aider pour plusieurs objectifs. Donc, on va dire l'acquisition de clients. Donc, admettons, moi, en tant qu'agent, j'ai une communauté sur le growth ou sur l'acquisition social ads. Beaucoup de personnes viennent dedans, on donne des conseils, on apporte de la valeur, on fait des lives. Et de temps en temps, évidemment, on essaye de mettre en avant notre service de gestion ou même une offre particulière. Puis après, tu as parlé de co-création, de simplement connaître ton client et faire de la market research à Ouais, l'intérieur de la communauté. Et puis après, tu as parlé de rétention, ça, je n'avais pas pensé sur le coup. C'est qu'en gros, finalement, tu vas vendre à tes clients non seulement ton accompagnement à toi, mais l'accès à une communauté dans laquelle eux-mêmes peuvent échanger avec d'autres, là, sur le coup, dans le cas du B2B, avec d'autres entreprises pour leurs problématiques et faire du business ensemble. exactement. Vraiment Ça peut intéressant. être, je te prends un exemple tout bête, mais quand tu es dans une communauté, par exemple, comme la tienne, Oui, et que tu as un outil qui permet
à tes membres, aux membres de cette communauté d'échanger entre eux, bah, ils vont pouvoir réfléchir, challenger une stratégie. Ils pourraient challenger un élément de langage. Ils pourraient dire hey, les gars, on est en train de revoir notre identité visuelle. Vous préférez la version A ou la version B? Bref, ils ont Oui, accès en fait à une communauté a priori bienveillante, mais de gens qui s'intéressent, qui ont les mêmes centres d'intérêt qu'eux et qui donc sont pertinents par rapport à leurs problématiques, à leurs clairement. questions, qui peuvent même pour certains avoir une vraie expertise par rapport à tout ça. Donc c'est un gain de temps tout simplement. C'est vraiment un accélérateur de business, la communauté. C'est comme ça qu'il faut le percevoir et le, et l'appréhender. Oui, et là, en plus, on parle pour la plupart de communautés qui sont gratuites, des communautés où tes utilisateurs n'ont pas besoin de payer pour les intégrer. Peut-être qu'on Tout parlera à fait. aussi tout à l'heure des communautés payantes. Moi, ça m'intéresse aussi parce que j'aurais bien créé la Ouais, mienne. ouais, En gros, d'avoir un droit d'accès pour être dans la communauté, donc ouais, d'avoir des gens encore plus pertinents et motivés. ouais. Écoute, moi, dans les questions que j'avais sur la partie définition de la communauté, j'en avais encore une autre. C'était finalement qui gère cette communauté-là? Est-ce que c'est elle qui s'autogère? Est-ce que c'est le patron qui gère tout ça? Est-ce que c'est un community manager c'est quoi un peu les bonnes pratiques, les trucs que tu vois régulièrement dans les communautés de tes clients ou que tu as pu observer dans ton étude de marché? Ouais. Alors, ça va un peu dépendre là encore de la communauté. Mais on va dire qu'une communauté, une grosse communauté avec des objectifs stratégiques pour une entreprise, donc une communauté d'intérêt, une communauté de marque, Ouais, elle doit être gérée par une personne dédiée. Et qui est pas forcément. Alors, là, c'est moi qui le dis, mais je me fais un peu le porte-voix de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup pensent que la communauté est euh, un nouveau euh, métier dans l'entreprise. D'accord? ouais, C'est pas le marketing, c'est pas les sales, c'est pas le customer success. C'est à la croisée de tout ça, un peu comme le produit. C'est un métier à part entière. Le métier du community builder ou du head of community, c'est d'animer les communautés, et je dis bien les communautés de l'entreprise, c'est pas la communauté, c'est plusieurs communautés, de manière justement à servir les objectifs marketing, sales, de conversion, de rétention, support pour le customer success, donc réduire la pression en termes de support des équipes CSM, ouais. etc. Donc, euh, dans l'idéal, il faut un head of community, il faut en faire un vrai métier et donner cette responsabilité à un head of community D'accord. ou un chief community officer. Hein. On commence à Ouais, voir ce type de métier apparaître aux États-Unis. Bon, c'est potentiellement un métier qui peut être externalisé à une agence. Là aussi, il y a quelques agences qui se lancent sur les métiers du community ah ouais, building et de intéressant. l'animation de communauté Ouais, c'est bien ça. pour accompagner des boîtes. On en a plein, des entreprises qui nous disent on veut le faire, mais on n'a pas la maturité, on n'a pas les ressources, on ne sait pas comment produire le contenu. Est-ce que vous pouvez le faire à notre place, quoi? D'accord? Donc, D'accord, ouais. il y a des réseaux de freelance, il y a des agences. Ces métiers sont en train vraiment de se structurer assez classiquement avec des entreprises qui vont avoir des équipes en interne, d'autres en externe, d'autres freelance. Mais ça, c'est pour les communautés vraiment dédiées. Après, par exemple, quand on anime une communauté d'investisseurs, ça peut être la responsabilité du CEO ou du CFO d'animer une communauté d'investisseurs. Ouais, Si on anime une communauté d'utilisateurs, ça peut être la responsabilité du produit ou du customer success tout à fait, d'animer ouais. cette communauté. Ouais, ouais, je vois. Souvent, on va dire que c'est des métiers, le produit, le customer success, qui n'ont pas le temps et la bande passante pour animer la communauté. Donc, soit ils ont un community builder dans leur équipe. Euh, Ça arrive qu'il y ait un développeur dans l'équipe produit, ça arrive qu'il y ait un community builder dans l'équipe produit, dont le métier va être vraiment d'animer la communauté d'utilisateurs et d'en tirer le maximum de jus et d'informations, d'intelligence pour développer le produit. Mais sinon, il y a des structures qui sont plus organisées en métier avec vraiment le département communauté. Euh, et voilà. Donc, moi, mon avis, c'est qu'il faut un responsable à la tête des communautés, qui est le head of community, et qui est un métier à part entière. Écoute, merci beaucoup pour ta réponse, c'était super clair. Moi, ça m'a bien aiguillé dans ce que je voulais savoir pour moi. Mais du coup, j'ai une question un peu piège. Et si moi, j'ai un community manager, Hmm. freelance ou à temps plein, est-ce que cette personne peut être mon head of community? Oui, alors quand tu dis un community manager, tu parles d'un social media manager?
C'est un peu ça le piège, c'est qu'en gros, cette personne-là ben, gère les réseaux sociaux, elle répond aux commentaires, elle crée du contenu, donc Ouais, important. ouais. Est-ce qu'on peut lui dire, bah, écoute, maintenant, c'est ton rôle d'animer les communautés, de répondre aux gens, de créer du contenu pour ces communautés-là, de récolter du feedback, enfin, tu as compris, je pense. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est une évolution du métier de social media manager slash community manager, Ouais, c'est-à-dire que ceux qui gèrent les réseaux sociaux aujourd'hui vont, je pense, évoluer vers l'animation de communautés avec un S, et vont finalement euh, gérer l'acquisition de leurs membres sur les réseaux sociaux, parce qu'un réseau social, par, enfin, selon moi, un réseau social ne permet pas d'animer une communauté. Un réseau social va permettre d'animer ce qu'on appelle une audience. oui, Une audience n'est pas forcément engagée, d'accord? Donc une audience, c'est quand on est social media manager, on va créer du contenu pour se faire connaître, pour faire de la notoriété sur un réseau social. Donc réussir à sortir du lot sur un réseau social, ça c'est un métier, d'accord? Celui de social media manager. Et ensuite, quand on a attiré l'attention, qu'on a crié plus fort que les autres, on a besoin finalement de attention. ramener ces gens ailleurs, probablement dans une autre plateforme, un autre outil. Et là, de travailler cette audience de manière à ce qu'elle devienne une communauté. Et que cette communauté, à terme, génère du contenu par elle-même. D'accord? C'est ça, C'est-à-dire que euh, ça pourrait marcher si sur ton fil d'actualité Facebook ou LinkedIn, tu acceptais que n'importe qui puisse publier dessus c'est ça. parmi ton audience. Et c'est Donc, pas par le cas. exemple, moi, ben, c'est pas le cas, mais parce que c'est pas comme ça que les réseaux sociaux sont construits. Mais c'est comme si, enfin, idéalement, si vraiment tu voulais animer ta communauté sur LinkedIn, par exemple, il faudrait que tu acceptes que moi, un matin, en me réveillant, je publie un post sur ton compte. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord? Ça, c'est le principe de la communauté. La communauté, c'est vraiment, à la fin, c'est la communauté qui crée le contenu par elle-même. Ouais, Et tout à fait. celui qui est à l'initiative de la communauté est là pour modérer, relancer l'animation de la communauté. Mais quelque part, on a réussi et on a une communauté quand bah, les utilisateurs créent des lives par eux-mêmes, lancent des discussions, réagissent, commentent, Ouais, ouais. rédigent des articles et les mettent à disposition des autres, etc. Ok. J'ai- On a besoin d'autres outils pour faire ça. Donc, finalement, il faut comprendre que dans le paysage, jusqu'à maintenant, on avait des réseaux sociaux et on essayait de passer du réseau social qui sont des super outils de notoriété, de brand awareness, d'acquisition aussi. Donc, on essayait d'amener directement ces gens dans un funnel de conversion. Ok. Souvent, en tout cas, par exemple, dans une entreprise de SaaS, B2B, on fait du bruit sur un réseau social, on présente ses nouveautés, on fait la promotion de certains événements, etc. Et puis, on essaye d'amener les gens qui voient notre contenu dans le produit, à faire un sign-up, et puis ensuite à adopter, à utiliser le logiciel ou la plateforme. Et en fait, il manque une étape, selon nous, qui est l'animation de cette communauté. C'est-à-dire que entre les deux, on a fait du bruit sur un réseau social. Cette personne, on a quelqu'un qui a vu notre contenu. Eh ben, il faut qu'on l'amène dans un endroit où on va pouvoir beaucoup plus échanger avec lui donner accès à encore plus de contenu à la demande, sans que ce soit forcément une séquence d'emails automatique. Hein. C'est vraiment, tu as aimé mon livre blanc que j'avais publié sur LinkedIn? Bah écoute, viens dans ma communauté, tu vas voir, il y en a 50 autres. Ils sont Ouais, en c'est libre ça. service, tu peux les Ouais. prendre quand tu veux, tu n'as pas besoin d'attendre que je te les envoie un par semaine, etc. Non, tout est là. Il y aura des lives, il y a des gens comme toi qui se posent des questions, qui ont les réponses, etc. Donc vas-y. Et assez naturellement, ces gens-là, après, ils vont venir dans ton funnel et C'est ça. ils seront beaucoup plus chauds et les chiffres montrent que ces prospects-là, quand ils arrivent dans ton funnel de conversion, ils convertissent 3 fois plus vite. Quoi. C'est Donc, intéressant que tu donnes des autres t'interrompre sur le coup. Je sais pas si tu voulais dire non, encore quelque vas-y, non, chose. non, 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 pas du tout. Tu donnais l'exemple des livres blancs et comme tu sais peut-être, moi j'ai des livres blancs, j'en ai une quinzaine, plus des formations gratuites. Et à chaque fois, je dis bah écoutez, si vous voulez les livres blancs, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous allez recevoir votre livre blanc et en plus ça, je vous enverrai un lien avec tous mes livres blancs, toutes mes formations. Il y a juste à cliquer sur le lien. Mais maintenant que je me rends compte de ça, ce que tu viens de dire, c'est que bah, en gros, les personnes qui s'inscrivent bah, sont dans la newsletter, reçoivent un mail par semaine, reçoivent le lien avec les livres blancs, mais c'est tout en fait. En fait, ça serait génial que leur dire en fait, si vous voulez les livres blancs, il faut aller dans la communauté. Bah oui, Et c'est là, ce que c'est font très certaines puissant. personnes. C'est très puissant. En fait, ils se servent par exemple des newsletters, des livres blancs, de tout ce qui est Oui, un peu lead capture aujourd'hui.
pour non plus faire du lead, mais pour faire du membre. D'accord? Et Ouais, donc, c'est ça. tout, C'est tout, ça. tout, tout ça continue d'avoir beaucoup d'importance. C'est super important d'avoir une belle newsletter, d'avoir des beaux contenus. Mais l'objectif, c'est que les gens, ils en aient un et qu'ensuite ils rentrent dans la communauté et qu'ils aient accès à tout le reste, quoi. Je suis Y d'accord. compris Ouais. à la communauté et à l'intelligence collective de la communauté. C'est ça. Alors qu'un newsletter, comme on le sait, c'est individuel. C'est voilà, j'envoie un email à peut-être 20 000 personnes, mais en réalité, chacun reçoit un email dans sa boîte mail. Voilà, Et je pense ils que tu échangent pas entre eux et ils restent avec leurs voilà. questions, alors qu'ils pourraient potentiellement, ça serait intéressant potentiellement qu'en effet, ces 20 000 lecteurs de ta newsletter, tu les amènes sur un espace où ils vont pouvoir échanger entre eux, Ah bah, c'est se ce que je poser compte des faire. questions, etc. C'est ce que je compte faire. Ouais, ça m'intéresse beaucoup là. C'est vrai que, à moins d'avoir un head of community ou en tout cas quelqu'un qui m'aide comme ça en freelance, ça serait. Il faut bien que je pense à ça avant. Et j'ouvre une boucle qu'on va refermer après parce que ça fait partie de mes questions. Mais aujourd'hui, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est pas hyper bien pour les communautés. Donc LinkedIn, tu fais un post, et tout le monde va le voir, mais toi, tu vas pas pouvoir poster sur mon profil. Par contre, il y a des groupes, les groupes LinkedIn, les groupes Ouais. Facebook. Il y a d'autres plateformes qui n'étaient pas faites pour ça là-bas, je pense. Slack, Mhm. Microsoft Teams, peut-être Discord. Bon, là, c'est un peu plus communautaire, Mhm. qui émergent et qui attirent des communautés. Donc, on va revenir là-dessus après, sur finalement quelles sont les différentes solutions qui existent aujourd'hui Ouais. pour animer une communauté et quels sont leurs désavantages. Parce qu'en fait, elles en ont beaucoup. Hein. Je dis déjà d'avance, pardon. Slack, c'est pas l'idéal pour une communauté. On verra pourquoi. Le groupe Facebook, j'ai vraiment l'impression que Facebook a un peu laissé ça de côté. Hein. Ils ont d'autres chats à fouetter, je pense. Et les Ouais. groupes LinkedIn, tout le monde le sait, ça n'a jamais vraiment pris. Ouais. Donc, on reviendra là-dessus. Mais j'ouvre la boucle Ça on marche. n'oublie pas, surtout pour ceux qui Ouais. nous écoutent. Parce qu'en fait, je voulais d'abord revenir avec toi sur la deuxième question du podcast, c'était qu'est-ce que le community-led growth finalement? Parce qu'on a parlé de qu'est-ce qu'une communauté, à quoi ça sert, quels sont les avantages. Maintenant, aujourd'hui, comment tu vas utiliser ta communauté pour grossir, donc qui est la définition du community-led growth. Ouais. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le Community Led Growth. J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode. Et je vous le rappelle, on verra avec Benoît comment faire concrètement du Community Led Growth, c'est-à-dire fédérer et animer une communauté pour en faire un pan essentiel de votre stratégie d'acquisition et de rétention. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend juste 2 minutes. Et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.